Premier tour, c'est l'abstention très haute chez les jeunes. 70% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter, mais ils avaient de bonnes raisons. Vous savez quoi, les jeunes? Ne votez pas. Ne votez pas. Tout est parfait dans l'Europe de Macron et Merkel. Il y avait un vote aujourd'hui? Je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant qu'il y avait un vote aujourd'hui. Je savais pas du tout. En tout cas, nous, on trouve ça très bien. Des baisses d'impôts pour les plus riches, ça c'est bon. Ah, ces élections aujourd'hui? Complètement zappé. Voilà. Le changement climatique, Ça ne nous concerne pas. C'est votre problème. Nous, on sera bientôt morts. Est-ce que vous allez voter aujourd'hui? Non, je suis à la plage. Il paraît que la situation ne vous convient pas. mais vous vous contenterez de le dire sur Instagram. Peut-être même que vous allez partager cette vidéo sur Facebook. J'ai fait la fête hier, mon bureau de vote est assez loin d'ici. Et vu le temps, vu la vie, vu les événements autour, il est mieux de... Enfin, c'est pas qu'il est mieux, c'est qu'il faut y aller. Mais la vie a fait que j'y suis pas allée. Et dans ma tête, j'y suis allée. Vous ne voterez pas. Vous, les jeunes, ne le faites jamais. Mais nous voterons. Moi, je vote. Moi aussi, je vote. Moi aussi, je vote. I'd like to talk to you about the actions I'm announcing to bring down gas prices. First, today I'm calling on Congress to suspend the federal gas tax for the next 90 days through the busy summer season, busy travel season. Here's what that means. Every time you go to the gas station to fill your tank, the federal government charges an 18-cent tax per gallon of gas that you purchase, and a 24-cent tax per gallon of diesel you purchase. It's a tax that's been around for 90 years. Aujourd'hui, il y a un rapport d'étape du Sénat avec quelques éléments qui me semblent de nature à montrer que nos combats ne sont pas vains et qu'ils portent. Et j'aimerais donc lire quelques extraits. On nous dit si la couverture vaccinale aujourd'hui est bien supérieure aux intentions initiales pour la primo-vaccination, l'adhésion à la dose de rappel est en revanche moins élevée. C'est une bonne chose pour nous. Et ceci est dû au fait de la moins grande dangerosité intrinsèque du variant Omicron et des variants qui lui sont proches, de la déception quant à l'efficacité des vaccins contre la transmission du virus, notamment observée dans le contexte de circulation des derniers variants, alors que la possibilité d'atteindre une immunité collective est ce qui a amené à se faire vacciner une partie des personnes non à risque contre les formes graves. Le Sénat poursuit. La portée limitée des données cliniques obtenues par les industriels et la prise en compte en conséquence d'études observationnelles ou dites de vie réelle, jugées moins robustes que des études cliniques pour établir certaines recommandations vaccinales, ont été mal perçues, peut-être le moins qu'on puisse dire. C'est aussi le cas de l'extension des recommandations vaccinales à des populations, enfants et femmes enceintes, qui ne figuraient pas dans les essais cliniques initiaux. Si l'on sait que les études observationnelles offrent un niveau de preuve moindre, elles ont concerné en l'espèce une partie très significative de la population générale. On comprend tous le sens que cela a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance de ce qu'on a participé, entre guillemets, à un essai thérapeutique, qu'on a vacciné des catégories de population sans avoir d'études, alors que c'était des catégories, j'allais dire, critiques, notamment les femmes enceintes et les pilotes, et d'ailleurs plus globalement, les personnes en âge de procréer, mais c'était aujourd'hui reconnu, et non seulement pour les enfants. Maintenant, il faut prendre appui sur ces conclusions pour continuer ce combat et faire en sorte que cette balance bénéfice-risque puisse être évaluée au plus vite. Et je voudrais entamer sur un autre point qui a été reconnu par le Sénat et j'en suis heureuse.
Vous avez sans doute vu cette vidéo dans laquelle un homme s'en prend violemment à une femme dans une tente de gilets jaunes. L'insulte, la menace de la taper. Cet homme, c'est Farid Farissi, représentant pour le Vaucluse de la France Insoumise et ex-candidat pour la NUPES aux législatives. Cette femme, c'est moi, Laurence Sermolas, ex-membre de la France Insoumise. Cette séquence dure quelques minutes. Pour moi, elle a duré une éternité. Je suis rentrée chez moi épuisée, ébranlée. Et j'ai mis ça de côté. Je n'ai rien dit. J'ai recroisé Farid Farissi à de nombreuses reprises lors des réunions de Gilets jaunes. À chaque fois, c'était intimidation, menace, une violence sourde. Et une fois, heureusement, j'ai évité les coups parce qu'un homme s'est interposé physiquement entre lui et moi. Je n'ai rien dit. J'ai rangé ça dans un coin. Le mouvement des Gilets jaunes s'est terminé et j'ai pris mes distances avec la France Insoumise. J'ai appris après que d'autres femmes avaient été victimes de sa part de violences, de menaces, d'intimidation, harcelées, terrorisées. J'ai rien dit. Aujourd'hui encore, M. Farissi continue. Harcèlement, intimidation, violence. Mais cette fois, je parle. Et j'ai porté plainte. J'irai jusqu'au bout. Chaque jour, des femmes subissent des violences, des menaces, verbales, physiques. Chaque jour, des femmes de partout dans le monde meurent parce qu'elles sont femmes et qu'elles veulent être libres. Cette plainte est aussi pour elles. Comment la France Insoumise, comment Madame Clémentine Autain et autres qui s'érigent en combattantes pour le droit des femmes et contre les violences faites aux femmes peuvent accepter dans leur rang et investir un tel individu et d'autres comme lui. Il est temps que ça cesse. Breaking news actually, bringing in Tamara in just a second, but Sri Lanka's Prime Minister, apparently he has said that the troubled economy of Sri Lanka, as you know, we've been covering that story here on Sky News, there has been some significant unrest, and including burning down buildings. He's now telling us that the economy has collapsed, with the country unable to pay for oil imports. What's going to happen as a result of that? Beautiful island, of course, Sri Lanka, very rich and varied, but big economic problems at the moment, and the economy, we're told, has collapsed, with the country unable to pay for oil imports. Get more on that and update you in just a few moments' time. I realize there are a number of factors that play a role in the historic inflation that we're experiencing. Supply chain disruptions, regulations that constrain supply. We've got rising inflation expectations and excessive fiscal spending. But the problem hasn't sprung out of nowhere. And in January of 2021, inflation was at 1.4%. By December of 2021, it had risen to 7%, a five-fold increase. Now, since the war in Ukraine began in late February, the rate of inflation has risen incrementally another 1.6% to a current level of 8.6%. So again, from 7% to 8.6%. Given how inflation has escalated over the past 18 months, would you say that the war in Ukraine is the primary driver of inflation in America?
No, inflation was high before, certainly before the war in Ukraine broke out. I'm glad to hear you say that. The Biden administration seems to be intent on deflecting blame, and as recently as just this past Sunday, spread the misinformation that Putin's invasion of Ukraine is the, quote, biggest single driver of inflation. I'm glad you agree with me that that is not the truth.